Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous venez de nous retrouver. Ça fait débat édition spéciale sur Télécide en partenariat avec le quotidien en ligne Afrique.com ici même à Bercy, dans le cadre du sommet France-Afrique ou Afrique-France, chacun l'entend comme il le souhaite. Le sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique, on va en parler justement sans tarder. Je vais présenter donc nos invités qui ont bien voulu avoir la gentillesse d'accepter notre invitation. Ils sont autour, je vais commencer par, tiens, vous, mesdames, justement, Madame Ouidad Bouchamaoui, vous êtes la présidente de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Merci d'être avec nous. Merci. Vous représentez donc le patronat tunisien. Absolument, voilà. À ses côtés, je crois qu'on ne le présente plus. Il est connu, c'est Trace TV, il incarne Trace TV. Il est le fondateur ou le cofondateur et le président directeur général de Trace TV. Bonsoir Olivier Laouché. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, vous avez donc une autre femme qui s'appelle Madame Salima Adour Runaché. Elle est directrice générale d'une société spécialisée alors justement sur la communication. Quelle est sa particularité? Dédié à l'Afrique. Dédié à l'Afrique. Eh bien très bien, on va en parler avec vous. À ses côtés, Monsieur Ismaël Keïta, vous êtes le président du patronat de Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, on va essayer de tenter, parce que ça va aller très très vite ici. On remercie d'ailleurs Bercy pour cette édition spéciale ici même, dans le cadre de ce sommet. Beaucoup de chefs d'État africains. Tout à l'heure, vous allez peut-être certainement vivre la clôture avec le président français François Hollande et d'autres chefs d'État, dont notamment le président ivoirien et le président sénégalais, et certainement d'autres, et puis les 22 ministres ici, africains, présents à Bercy même, dans le cadre de ce sommet. Je vais donner la parole à M. Olivier Laouché. D'abord, quel sens vous donnez à ce sommet? Sans langue de bois, vous savez, ici, dans Ça fait débat, on a l'habitude de dire les choses très franchement, et puis même de façon, directe. Olivier Laouché, voilà, votre présence ici, elle justifie quoi au juste? Tout simplement parce que l'Afrique est l'un des marchés les plus importants de Trace. Je pense qu'il était important que ce sommet ait lieu. Au tout début, ça devait être uniquement un sommet sur la paix et la sécurité. Et la dimension économique s'est greffée sur le sommet. Et j'ai l'impression que cette dimension est devenue quasiment le sommet dans le sommet, puisqu'il y a une appétence extrême. C'est un peu l'ONU ici, c'est ça? Un peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, bien entendu, on a besoin de paix, on a besoin de sécurité dans tous les pays africains. Mais aujourd'hui, ce dont on a surtout besoin en Afrique, c'est de continuer à alimenter cette croissance et surtout donner du travail aux jeunes. Et je crois que les échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui avec les différents chefs d'entreprise, avec les institutions, vont vraiment dans ce sens de rapprocher effectivement les gens, de rapprocher les projets, de faire en sorte qu'on continue tous à contribuer à la construction de l'Afrique. On va en parler justement, Monsieur Laouché, tout à l'heure. Il y a plein de questions justement qui nous interrogent. Et puis ici même la présence de la France, est-ce que l'initiative de la France, est-ce que vous d'ailleurs je vous pose la question, est-ce que c'est pas plutôt l'Afrique de provoquer ce genre d'initiative, de sommet? Je sais que le Gabon l'a provoqué avec le New York Forum économique, mais est-ce que là on est encore dans le gagnant-gagnant? On n'a pas le sentiment parfois. Malheureusement, nous, aux pays africains, on attend toujours qu'on soit plus ou moins guidés. Et là, c'est l'opportunité d'être présent ici en marge du sommet des chefs d'État. Moi, je pense que le côté économique est très important parce que si on parle de stabilité, si on parle de croissance dans les États africains, ça ne peut pas se faire sans une stabilité, bien sûr, politique et un redressement économique. Peut-être que je vous pose la question, pardonnez-moi, je saisis l'occasion puisque vous représentez le patronat tunisien et puis vous êtes tunisienne. J'ai le sentiment qu'en ce moment, la situation politique et économique n'est pas au beau fixe en tout cas, n'est pas présente. Oui, bon, nous avons passé et nous passons toujours par une période un peu difficile et délicate, mais je pense que, bien sûr, la situation économique, elle est très délicate, mais nous attendons surtout un signal fort et positif des partis politiques. Nous attendions qu'il y ait au moins un consensus sur ce nouveau chef du gouvernement, et c'est l'unique feu vert que nous attendions, nous, opérateurs économiques et patrons d'entreprises. Mais bon, ça tarde à venir. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet, par exemple? Est-ce que vous venez chercher quelque chose? Chercher, non, mais moi je pense que le modèle tunisien a bien réussi. Nous sommes les premiers à avoir signé l'accord avec l'Union européenne. Nous avons de l'expérience, nous sommes
Nous avons un certain nombre d'entreprises tunisiennes qui travaillent maintenant en Afrique, des entreprises qui ont su montrer leurs compétences avec un niveau très élevé de compétences tunisiennes. Donc pourquoi ne pas parler du cas de la success story Tunisie? Est-ce que ce modèle, on peut aussi l'exporter vers l'Afrique? Bien sûr, l'Afrique est à 2 pas de chez nous. Malheureusement, il faut qu'on passe par d'autres pays pour aller en Afrique. Et là, c'est le moment de nous rêver un petit peu, nous, Tunisiens, même les Africains du Nord. Nos consoeurs marocains l'ont bien compris plus vite que nous. Ce qui reste nous, à faire aujourd'hui, puisque notre partenaire, c'est l'Union européenne, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ce qui se passe dans l'Union européenne et la crise plus ou moins financière, c'est à nous de chercher d'autres marchés. Et je pense qu'il y a du potentiel en Afrique et nous sommes capables d'être présents avec les compétences, avec l'internationalisation des entreprises tunisiennes. Cette coopération Occident-Afrique, France-Afrique, Afrique-France. Monsieur Ismaël Keïta, d'ailleurs, dans Ça fait débat, on peut se couper la parole de façon intelligente. On peut aussi vous couper la parole. Vous pouvez aussi me couper la parole aussi également. Non, mais en tout cas, si vous voulez rebondir sur, si vous voulez rebondir, n'hésitez pas. C'est aussi. Parce que je trouve que la polémique de dire un sommet Afrique-France, pourquoi c'est la France. Oui, parce que j'ai glissé à mon oreille ce matin. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ces polémiques, finalement. Ce qu'il faut retenir, c'est l'opportunité d'échange. Et finalement, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement ce secteur privé, le côté économique que vous parliez, qui est présent en même temps qu'un secteur qui est, on va dire, traditionnellement. Ouais, mais est-ce qu'il n'est pas déséquilibré? Et peut-être M. Laouchi en parlerait. Monsieur Ismaël Keïta. Oui, je veux bien intervenir. J'ai une autre vue de la chose. J'ai l'impression que enfin la France a ouvert les yeux. Enfin la France a compris que l'Afrique vraiment peut lui rapporter de l'argent. Mais elle l'a compris il y a très longtemps, monsieur. Oui, je pense que c'est maintenant qu'elle commence à passer à l'action parce que j'ai l'impression que les Chinois, les pays arabes, la Malaisie commence à faire une offensive sur l'Afrique et que la France se dise tiens, si on ne se réveille pas, on va perdre ce terrain. Donc je suis content pour la France et je suis content du fait qu'aujourd'hui, l'approche qu'ils ont sur l'Afrique est que c'est un partenariat gagnant-gagnant qu'on peut faire avec les Africains et que aussi les Africains commencent à comprendre que tiens, nous sommes importants. Et voilà, demain, le futur... Justement, attendez, alors parlons-en. Quelques chiffres, s'il vous plaît, si vous le permettez. L'Afrique, c'est 1 milliard d'habitants, des gisements de minéraux, pierres précieuses, d'or, de zinc, pétrole, gaz, charbon, mais aussi la téléphonie mobile, les banques. Depuis près de 10 ans maintenant, on remarque que les grands investisseurs internationaux, à l'instar de la France, sont, et vous l'avez souligné, présents en Afrique. Mais attendez, la première question, c'est que est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vous tous ici autour de ce plateau, ici même à Bercy, que l'Afrique francophone, eh ben, elle est boudée? Vous avez parlé, vous avez parlé des Chinois. Je vis maintenant en Afrique anglophone. Je me suis installé il y a 2 ans de cela, je vis à Johannesburg. Et donc je peux vraiment voir la différence entre l'Afrique francophone et anglophone. C'est vrai qu'aujourd'hui l'Afrique anglophone est plus dynamique. C'est vrai que la culture entrepreneuriale privée dans les pays anglophones est plus importante que dans les pays francophones. Alors, faut-il y voir effectivement une analyse de la colonisation à l'anglaise par rapport à la colonisation à la française? Peut-être un peu. Je pense qu'on est tous un petit peu le produit de nos histoires. Et c'est vrai qu'aussi il y a comme une réalité démographique. C'est un grand pays africain comme le Nigeria, c'est plus de 180 millions de personnes. Donc, ce qu'on n'a pas forcément en Guinée ou au Sénégal ou au Cameroun. Donc voilà, il y a toutes ces réalités. Une grande partie des ressources naturelles dont vous venez de parler sont aussi concentrées dans des pays anglophones. Le Nigeria avec le pétrole, l'Afrique du Sud avec toutes les mines. Donc voilà, il y a aussi ces réalités qu'il faut prendre en considération quand on analyse l'Afrique. Et d'ailleurs, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Et pourtant on dit, et c'est des chiffres, c'est pas moi, c'est un constat, les investissements étrangers sont encore trop frileux. Justement, je vais rebondir pour dire que les entreprises françaises étaient auparavant donc, en Afrique, mais elles s'intéressaient surtout aux richesses de l'Afrique. Il y a certains secteurs qui sont encore inconnus aux entreprises françaises et il y a beaucoup de potentiel. Je pense que ceux qui sont dans la téléphonie ont bien compris l'importance du marché africain et l'importance aussi de cette jeunesse africaine qui est plus ou moins éduquée, qui veut aussi s'approprier ce qui a été les avantages et puis la technologie qui existe un peu partout. Donc on veut être vraiment au même niveau que
les jeunes, là où ils sont, aux États-Unis ou bien en Europe, donc on veut être plus ouvert. Et c'est pour ça, donc ils ont compris maintenant, c'est-à-dire les entreprises étrangères, spécialement. C'est-à-dire que avant, est-ce que finalement, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on veut changer cette. Excusez-moi. Copier la France et l'Occident. Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on veut changer cette mentalité pour que. Non, on veut changer cette mentalité parce que les entreprises ou les multinationales viennent chez nous juste parce qu'il y a des richesses chez nous, juste pour exploiter ces richesses et partir. Nous voulons construire un continent, nous voulons construire des pays, des nations. Et là, on peut la construire en développant plusieurs secteurs. On ne va pas rester à la merci du pétrole ou bien d'autres ressources minières. Nous voulons cette jeunesse qui est plus ou moins. On a une majorité chez nous ou bien dans les pays africains qui ont fait leurs études en France ou bien aux États-Unis, qui veulent transférer cette technologie ailleurs. Et là, lorsque je dis que si vous voyez le taux d'utilisation de l'Internet ou du mobile dans certains pays africains, ça montre que nous sommes ouverts. Vous voyez les nombres de chaînes de télé. Vous voyez que nous avons besoin de plus de formation, nous sommes plus ouverts à l'éducation. Certains secteurs d'activité, qu'on ne restera pas toujours dépendant de ce multinational, qu'on ne restera toujours pas dépendant malheureusement, on veut aussi construire notre tissu industriel à nous. Donc on veut profiter de l'expérience. Comme ça va très vite, je vous donne la parole et ensuite je lance un sujet, un exemple de réussite justement qu'on va découvrir là. Moi je voulais dire que, en fait, la mondialisation a profité à l'Afrique. C'est-à-dire en fait, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont ouvert les yeux aux peuples africains, à la jeunesse africaine. Les contrats qui se passaient entre États et États sur les différents contrats miniers, les prix sont connus sur le terrain, le prix d'achat, le prix de vente, les États ne peuvent plus se berner entre eux. Et donc, il est temps que les pays comme la France puissent savoir que leurs interlocuteurs maintenant, ce n'est pas seulement l'État, mais le secteur privé local, faire des partenariats gagnant-gagnant entre les privés, les différentes entreprises, entre la France et ces différents pays d'Afrique. Donc c'est à nous de bouger encore, hein. Nous, les opérateurs de ces secteurs privés, de bouger beaucoup plus et aussi de pousser nos États et nos gouvernements à être plus présents et à nous accompagner dans certains pays africains. Elle a employé un mot évidemment qui a heurté mon oreille, c'est qu'elle a parlé d'État, du gouvernement. Et pourtant, on parlera tout à l'heure de la diaspora par exemple africaine, se plaignent régulièrement que l'État ne les accompagne pas suffisamment, à la fois financièrement et administrativement. Monsieur Laouché. Non, mais alors, ça c'est une réalité. C'est une plainte qu'on a dans beaucoup de pays. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui faire parfois comme si l'État n'existait pas. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les États ont des problèmes, les problématiques d'investissement. Alors, absolument, il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait un cadre réglementaire. Mais ce n'est pas à l'État de financer chaque individu. Il ne peut pas, ce n'est pas le rôle de l'État. L'État doit donner un cadre pour qu'on puisse développer du business, pour qu'il y ait effectivement une justice, qu'il y ait de la paix, toutes les choses qui sont le cadre de notre environnement. Mais l'État ne peut pas tout faire. Et je pense que c'est peut-être aussi une des erreurs du passé, de penser que ce sont les États qui devaient apporter toutes les solutions. Je crois qu'on doit passer d'une période de dépendance à une période peut-être plus d'interdépendance. On doit aujourd'hui se prendre en main. Et c'est Aimé Césaire qui disait ne soyons pas les jouets sombres au carnaval des autres. Je crois que ça s'applique complètement à l'Afrique. Aujourd'hui, les Africains se prennent en main. Se prennent en main, justement. Je saisis l'occasion pour lancer ce reportage. Vous connaissez tous les laiteries du berger, incarnées par Monsieur Bathily. Oui, c'est ce qu'on va découvrir. Et notamment l'éco-fruit, c'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir en images et en reportage réalisé par l'agence Afrique TV. Regardez et on revient tout de suite ici même pour en parler. Au début des années 2000, Bakore Bathily, vétérinaire, constate que 90% du lait consommé au Sénégal est importé sous forme de poudre, alors que 4 millions de personnes, surtout des peuls, vivent de l'élevage. En 2006, il crée la laiterie du berger. Aujourd'hui, elle reste la seule entreprise du secteur à vendre des produits fabriqués à partir de lait collecté auprès des populations semi-nomades du nord du pays. Au total, la laiterie du berger compte 140 salariés, répartis entre l'usine de Richard Toll, située dans la vallée du fleuve Sénégal, et le siège à Dakar. Aujourd'hui, il y a un gros marché de consommation du lait au Sénégal. Ce marché il est essentiellement approvisionné par la poudre de lait, par le lait importé, en tous les cas. Les Sénégalais consomment
350 000 tonnes par an, hein, et on ne produit qu'un tiers de cette consommation. Okay, donc tout le reste est importé. Et à mon avis, on ne produit pas plus parce qu'il n'y a pas d'écoulement, il n'y a pas d'incitation à produire plus. La laiterie, dont le chiffre d'affaires atteint 2 millions d'euros en 2012, écoule chaque jour près de 5 tonnes de produits laitiers au Sénégal. Elle poursuit sa croissance au rythme de 30% par an depuis sa création. L'Ecofruit est une entreprise implantée dans la capitale malgache depuis 2 décennies. Elle produit, transforme et vend ses légumes, notamment des haricots verts, destinés à l'exportation. 2200 personnes travaillent ici et la société collabore avec les paysans malgaches formés et encadrés. L'Ecofruit souhaite étendre sa coopération avec la France pour atteindre ses objectifs. Les formes de coopération futures avec la France tourneraient autour de 2 axes essentiels. Le premier concerne les routes et les pistes rurales. Il s'agirait de rendre plus accessibles, qui nous ferait gagner du temps dans l'acheminement des produits vers l'usine. Le deuxième axe évoqué tout à l'heure concerne la formation professionnelle des petits agriculteurs afin d'améliorer leur niveau de connaissance au niveau agricole et afin qu'ils reçoivent une formation adaptée à leur situation. La production de l'entreprise représente 7 000 tonnes de légumes par an. La société veut atteindre les 12 000 tonnes d'ici 2 ans. 50% des haricots verts extra fins de l'Europe proviennent de l'Ecofruit. L'Ecofruit possède de nombreuses certifications européennes, notamment pour la qualité de la culture et le suivi des normes dans l'entreprise. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, sachez-le, c'est l'édition spéciale ici même à Bercy. Ça fait débat sur Télé Sud et à la fois sur la chaîne numéro 23 de la TNT française. Merci de votre fidélité. Je vous le rappelle à vous tous, vous pouvez réagir et commenter sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter, quasiment en temps réel, CFD. Voilà, tout est dit. Je rappelle à ceux qui viennent de nous retrouver, nos invités ont bien voulu répondre à notre invitation. Donc je commence par mesdames, Madame Salima Adour-Runacher, qui est la directrice générale d'une société de communication. Hopscotch System Africa, exactement, spécialisée dans l'Afrique. À ses côtés, Monsieur Ismaïl Keïta, qui est le président du patronat de Guinée. À mes côtés, donc à ma gauche, Madame Ouidet Bouchamaoui, qui est la présidente de l'Union tunisienne de l'industrie et du commerce et de l'artisanat. Et enfin, Monsieur de Tunisie, pardon. Et enfin, Monsieur Olivier Laouché, qui est le fondateur et le président de Trace TV. Vous parliez tout à l'heure d'initiative, se prendre en main. Finalement, est-ce que ce rêve américain, est-ce qu'il est possible? Ce rêve africain, est-ce qu'il est possible? Il faut dire les choses parce que ça sert à rien à celles et ceux qui nous regardent derrière l'écran de leur faire miroiter des choses, de leur faire croire des choses. Parce que moi j'ai des exemples et on l'a traité ici dans Ça fait débat. Et ils se sont plantés en voulant réaliser des projets. Mais attendez, mais le rêve américain, il y a beaucoup d'Américains qui se plantent. La force des États-Unis, que quand on se plante, on peut rebondir et ensuite réussir. Ouais. Et on apprend beaucoup de ces échecs, de ces erreurs. Donc je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il faut arrêter de parler du rêve africain, de l'Afrique et le futur. Aujourd'hui, c'est une réalité, c'est un quotidien. Il y a des jeunes d'Africains qui investissent, il y a des hommes qui entreprennent, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Mais je pense qu'aussi, on arrive, en fait, c'est le début de la normalité. Voilà, l'Afrique était anormale, était anormalement en retard. Aujourd'hui, eh bien l'Afrique, c'est le même niveau. Les élites africaines sont aussi éduquées que les élites européennes. En même temps, je vais donner la parole. Pardon de vous interrompre. Madame Salima Adour, en même temps, est-ce que vous pensez, vous avez l'impression que c'est équilibré, ce rapport dans ce que soulève Olivier Laouché? Et je vous donnerai la parole aussi également. Est-ce que ce gagnant-gagnant, il est réel? Est-ce qu'il y a des gens... On pense que c'est un peu déséquilibré tout de même. La France arrive avec son expertise, son savoir-faire, et l'Africain demeure toujours celui qu'on accompagne. Moi, je rebondirai sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Il ne faut pas voir les choses de manière manichéenne comme ça, la France qui arrive et l'Afrique qui attend. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment des vrais cas d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise africains qui réalisent des choses. Il y a des échanges entre aussi des PME
qu'elles soient françaises ou européennes, qui sont dans le même cas que les PME africaines, qui ont un peu de mal par rapport aux très gros. Et c'est en ça que je pense qu'il y a un équilibre. Parce que finalement, le PME française aujourd'hui, elle a peut-être les mêmes problèmes qu'une PME africaine dans n'importe quel autre pays d'Afrique. Et donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est peut-être cette dynamique qui permet d'échanger et de pousser à la rencontre. Alors parlons de la Guinée justement, comment, et je note ce que vient de dire Madame Adour, comment, et surtout comment s'établit ce véritable partenariat et de façon équilibrée entre le Nord et le Sud. Oui, mais en fait, ce que je voulais dire, il a dit quelque chose Olivier, de très important, c'est que les Africains, on doit apprendre à avoir nos propres initiatives. On doit apprendre, on n'est pas en marge du monde, on vit sur la même planète que tout le monde. Et les politiques ne peuvent pas donner un fonds de commerce à tous les Africains qui veulent faire des affaires, mais ils doivent mettre le cadre. Et ce qu'il faut demander aux politiques en Afrique, c'est de mettre les cadres juridiques qu'il faut. Les politiques doivent savoir que le secteur privé, c'est le moteur du développement et que leurs ambitions égoïstes ne doivent pas freiner l'évolution de nos affaires. Donc, tout ce qu'on a besoin en Afrique, c'est le cadre. Vous savez, quand il y a un cadre juridique bien stable... Ces personnalités politiques. Ah oui, mais ça, il faut qu'ils le saisissent. Et si j'ai bien compris, madame, je crois qu'ils n'ont pas totalement intégré. En fait, comme elle dit, à part le cadre, quand il y a le cadre, il faut juste un accompagnement, parce qu'on sait que les Africains n'ont pas le même niveau scolaire que en Occident. Mais il faut accompagner les PME avec des cadres institutionnels dans le cadre de la formation, du suivi. Et... Alors vous êtes le patron, vous êtes le président du patronat en Guinée, est-ce que c'est le cas pour vous par exemple? Oui, mais nous avons tous les mêmes difficultés. Mais en Guinée, nous, on s'est battu actuellement pour avoir un cadre juridique fiable. Et ils ont fini les élections législatives, il y aura une assemblée, et nous avons fait, actuellement, on vient de faire un forum sur la Guinée à Abu Dhabi, où la Guinée s'est présentée comme étant un pays crédible pour les investissements. Et on a récolté assez de fonds, plus de, je crois, 6 milliards de dollars. Moi, je pense. Oui, excusez-moi. Si j'ai bien compris votre message, c'est ça. Madame, allez-y, ensuite après Olivier, et ensuite après Madame. Oui, je pense qu'avec le cadre juridique, il y a certaines choses que nous demandons, nous, à nos gouvernements. On ne peut pas se déplacer. Je parle, par exemple, je prends le cas de la Tunisie en Afrique, s'il n'y a pas les moyens techniques, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'infrastructure routière ou bien il n'y a pas de transport maritime, s'il n'y a pas aussi l'accompagnement des banquiers avec nous et surtout qu'il y ait une harmonisation de nomenclature douanière, qu'il y ait une certaine facilité pour que nos marchandises aient accès au marché africain. Ça, c'est souvent ça qui freine et qui décourage d'ailleurs les entrepreneurs. Bien sûr, il y a des impositions. On a tendance à... Oui, je sais. Même les structures comme nous doivent se battre pour mettre la pression pour mettre ce cadre. Vous savez, même l'infrastructure, c'est très important. Pour nous, en tant que Tunisiens, pour se déplacer, par exemple, en Afrique du Sud ou dans d'autres pays africains, il faut passer par Dubaï, ou bien passer par Paris pour vraiment revenir dans le même continent. Et là, ça cause, vous savez, le prix de transport, parfois, il dépasse la valeur de la marchandise. Donc, moi, je dis que si nous voulons avoir un continent qui est fort, un continent uni, où la jeunesse peut vivre tranquillement, il faut que nous, opérateurs privés, ayons notre mot à dire. Il faut que nous poussons les gouvernements à entreprendre les dispositions nécessaires afin de faciliter nos déplacements en tant que chef d'entreprise, tout d'abord, afin de faciliter nos acquisitions, bien que nous nous installons dans ces pays-là sans aucun problème, qu'on soit traité de la même manière. Vous êtes en Guinée, moi je suis en Tunisie, d'égal à égal, puisque là, moi je vais donner de la richesse dans votre pays, vous allez aussi offrir de la richesse chez moi, vous allez créer de l'emploi, moi je vais créer de l'emploi. Olivier, après on est obligé de lancer ce second sujet. Non mais il y a quand même une réalité, il ne faut pas oublier que la démocratie, l'indépendance africaine réelle ne date qu'une cinquantaine d'années. C'est tout jeune, c'est tout récent. L'Afrique du Sud, la démocratie, c'est même pas il y a 20 ans. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Non, ce qui était... En même temps, il y a un double phénomène. Il y a les nouvelles technologies dont on a parlé tout à l'heure qui font que l'Afrique est en temps réel à l'écoute du monde. Et a les mêmes niveaux d'aspiration que le monde entier. Et en même temps, il y a des infrastructures qui
qui sont à construire, qui commencent à être construits depuis une cinquantaine d'années, mais c'est rien. C'est Combien de temps la France est construite? Et la France est construite avec 4 siècles d'esclavage, des siècles de colonisation, l'exploitation de dizaines, de centaines de millions de personnes dans le monde qui ont fait la richesse de l'Europe. Moi, je pense qu'en fait, l'Afrique... Monsieur Ismaël Keïta, et on lance le sujet après. Oh, merci. Je pense que l'Afrique, c'est le plus grand bénéficiaire de tout ce qui se passe. En fait, on n'aura pas besoin de se casser la tête pour la technologie. On rattrape 100 ans en une journée. On a des usines, il y a des usines aujourd'hui qui fonctionnent en France. Ces usines, ce n'est pas la même chose qu'on va le faire en Afrique. On les fera plus modernes. Le mobile est plus avancé en Afrique qu'en France. En fait, en Afrique, on passe au 4G, pendant qu'à Paris, en Afrique quand même, certains pays d'Afrique ont une avancée technologique sur des pays à l'Occident, qui sont encore fermés, pour des raisons que je ne sais quoi. Donc, donc je pense que l'Afrique, on doit positiver un peu le 21e siècle, parce que nous sommes le peuple qui en fait bénéficie de tous les avantages. Mais le problème vient, comment on va utiliser ces avantages? S'il vous plaît, comment on s'y prend en fait? On va en parler. Justement, on va se Faut-il retrouver. se coucher sous le cocotier et ce que puis, je vous soumets et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce second reportage. On a été de très près observer, puis même regarder ce que font par exemple la France à l'étranger, notamment en Égypte et au Maroc. Regardons cela et on se retrouve tout de suite après et on parlera de cette question primordiale. Est-ce que les Africains doivent se prendre en main seuls? C'est le cas, mais justement là, regardons ce reportage et on se retrouve tout de suite après. Consolis, une des plus anciennes joint ventures d'Égypte. Le groupe est arrivé en 1978 sous les lois Sadat, donc la première privatisation. On a une usine ici qui a une capacité de production annuelle maximum de 350 000 tonnes de produits de précaste concrète par an. On a 6 centrales à béton, on a 1000 ouvriers, on peut tourner en 3 shifts. L'année 2010, on a fait en gros 70 millions de chiffres d'affaires d'euros pour un résultat qui tournait autour de 20-30%. Le marché de l'adduction d'eau et du traitement d'eau en Égypte est un marché très porteur, surtout dans les 30 dernières années, ce qui nous a permis de nous développer essentiellement sur ce qu'on appelle dans le groupe les water solutions. Donc tuyaux Bonapipe, tuyaux pression, micro-tunneling, tuyaux fonçage. On a travaillé sur le projet qui sont à côté du barrage d'Assouan, qui sont des projets de fermes agricoles, donc des vignes au milieu du désert. Nous avons fabriqué le mur intérieur de la bibliothèque d'Alexandrie, qui était une prouesse technique. Nous sommes le fournisseur exclusif quasiment des tunnels du métro du Caire, qui est un grand projet qui dure depuis une quinzaine d'années. Qui sont des produits extrêmement techniques où il y a beaucoup d'ingénierie. Nous fonctionnons donc avec une équipe française qui est assez légère mais qui est très bien calibrée, puisque le know-how qui est reconnu à la France, c'est pour ça que nous avons le management par accord d'actionnaire depuis le début, nous permet et réellement permet de faire que cette entreprise, qui est une entreprise égyptienne, est en avance sur sa concurrence, quelqu'un qui a l'outil industriel et l'outil ingénierie déjà prêt à bouger, prêt à démarrer. Safran est le plus ancien motoriste d'aviation au monde. Il est depuis plus d'un siècle le leader de l'aéronautique, de la défense et de la sécurité. Le groupe Safran dispose de 6 filiales dans le royaume et emploie 2700 salariés. Ce secteur connaît une croissance de 20% par an. Le partenariat entre le groupe Safran et le Maroc, incontestablement, est un exemple de colocalisation, est un exemple de partenariat réussi qui permet à des acteurs lourds européens d'être plus compétitifs dans un secteur global qui est l'aéronautique et qui permet au Maroc de créer de la valeur. L'usine de Noisser, près de Casablanca, a créé de nouvelles capacités internes qui contribuent à la compétitivité globale de l'entreprise. L'usine emploie environ 150 salariés et voudrait doubler ses effectifs d'ici à 2015. Les divisions sont de plus en plus sollicitées du fait de la croissance du secteur aéronautique en Europe et dans le monde. L'usine Safran contribue également à l'essor économique marocain
dans une logique de partenariat et de développement des compétences du pays. On peut dire j'ai profité de plusieurs formations, donc on a vraiment un développement continu de tout ce qui est connaissances techniques. Pour le groupe, il s'agit aujourd'hui de suivre la montée en puissance de cette plateforme de colocalisation. Alors comme on peut l'observer, là c'était un cas de figure en Égypte, cas de figure au Maroc. Est-ce que, je repose la question, alors en même temps deux questions, l'Afrique émerge aujourd'hui comme l'un des moteurs de l'économie. C'est pas moi qui le dis, d'accord? C'est un véritable constat. Et en même temps, vous êtes tous en train de me dire autour de ce plateau, dans Ça fait débat, ici même, dans le cadre de ce sommet, que l'Afrique doit se prendre en main. Alors, est-ce que, comme certains, est-ce que vous partagez cet avis qui consiste à dire ce sommet ne doit pas être provoqué par la France, finalement? Non, pas du tout, c'est pas la question. Ouais, c'est pas la question. Il y a des choses différentes. Oui, il y a des rencontres. Allez-y, madame. Moi, je pense que ce sont deux sujets différents. Il y a la France qui veut aussi s'accaparer une part de marché dans notre comme pays. tous les autres pays. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, c'est ouvert un marché très important. Il y a la place pour tous. Et il y a une autre chose, c'est que nous, Africains, nous voulons aussi être plus présents dans les pays africains. Parce que nous, en tant que Tunisiens, nous travaillons presque exclusivement avec l'Europe. 80% de nos exportations vont vers l'Europe. Donc pourquoi ne pas penser aux pays qui sont tout proches de chez nous? Vous n'êtes pas les seuls. Je parle, oui. Et aussi, il ne faut pas oublier que nous comprenons un petit peu la mentalité aussi. Nous appartenons à ce continent, excusez-moi, nous appartenons à ce continent et on est plus ou moins très proches du point de vue mentalité, du point de vue tradition. Il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Donc pour nous, c'est plus facile d'être plus présent en Afrique que par exemple, je prends les Occidentaux pour qu'ils soient présents. Il faut bien qu'ils passent par d'autres personnes. Nous, le gap est très facile. Alors, comme ça va très vite, Salima, vous êtes la spécialiste un peu de la communication et en plus des spécialistes sur le continent africain. Alors, la coopération, alors finalement, comment on doit la composer? Moi, je pense comment on peut la conjuguer même d'ailleurs? Oui. Alors, je repartirai en fait d'une question que vous aviez posée tout à l'heure, mais finalement personne n'a répondu. Est-ce que les investissements sont trop frileux? On dit que les investisseurs sont trop frileux. C'est vrai, on y a pas encore sur le continent africain. C'est un peu lié à ça. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, effectivement, pour ce continent africain, de manière régionale et générale, c'est justement d'améliorer cette visibilité, d'inspirer de la confiance, de faire en sorte que tous ces investisseurs et ces investissements puissent effectivement arriver comme ce qu'on souhaiterait, de manière à enclencher cette dynamique et à faire travailler effectivement dans un vrai sens de coopération des entrepreneurs, des entreprises locales, régionales, africaines, avec leurs alter ego, les investisseurs internationaux. Mais pour faire ça, effectivement, il y a un enjeu. On parlait tout à l'heure du cadre. Moi, je suis complètement alignée là-dessus. Sans le cadre, on ne peut pas avancer. Et au-delà, une fois même qu'on a ces bases et ces fondamentaux, il y a aussi un enjeu, je pense, d'image et de visibilité qui, dans l'ère de l'Internet, dans l'ère de la révolution numérique qui touche l'Afrique, reste encore plus structurant, je pense. Salima Adour nous l'a rappelé, donc investir mais comment? Moi je pense et peut-être que le spécialiste va nous dire comment. Allez-y monsieur. Moi je pense que les Africains doivent aller à l'offensive. Ouais. Moi je pense qu'il n'est plus temps de... Quand je regarde son exemple... Vous voulez faire référence à Trust TV? À Trust TV, incarné par monsieur qui est aujourd'hui à travers le monde entier. Et je pense que les Africains, nous devons arrêter de dormir sur nos lauriers et nous lever. Vous considérez que c'est l'exemplarité, par exemple, Trust TV? C'est un exemple, mais je pense qu'il est temps pour nous. Nous avons tous les mêmes opportunités. Le monde est ouvert aujourd'hui à tout le monde. Il n'y a pas de barrière. Les Français viennent en Afrique, les Africains viennent en France, les Américains viennent, les Chinois viennent. Personne ne va freiner le déplacement des Africains. Donc nous avons besoin d'utiliser notre intellect, notre savoir-faire et former nos entreprises et aller à l'offensive comme le font les Français, comme le font les Chinois, pour avoir décroché des marchés à l'Occident et comme en Afrique. Il faut aussi prendre des risques aussi. C'est un lourd chantier quand même. Hein. Bah oui, mais est-ce que le continent est prêt? Bien sûr. Bien sûr. Nous avons les mêmes opportunités aujourd'hui. En fait. Attendez, mais c'est un chantier comme tous les pays. Il y a forcément des La France a un chantier sur sa croissance.
la grande nouvelle et la bonne nouvelle pour l'Afrique, c'est qu'elle a tout pour réussir. En fait, elle a la population, les classes moyennes, les ressources naturelles, le territoire, l'investissement. Elle attire. Il y a aujourd'hui des milliards d'euros qui sont investis en Afrique. Et quand il y a de bons projets, les gens investissent, c'est vrai. C'est pas un problème. Le problème aujourd'hui, c'est de trouver effectivement les porteurs de projets, le cadre. Parce que quand on investit dans un pays, on a envie que la fiscalité soit la même. On a envie que les douanes fonctionnent. Enfin, et très souvent, la justice, très souvent, on hésite. Vous y croyez, vous, la complémentarité des compétences? Bien sûr. Toujours. Mais c'est la naissance, c'est la vie. Les hommes, les femmes, les ingénieurs, les commerciaux, enfin, on a besoin de tout ça. Prenez le cas de la Tunisie, on n'a pas de richesse, on n'a pas vraiment de ressources minières. Ce que nous avons, notre richesse, c'est le capital humain. Et je pense, si vous voyez un petit peu le développement de nos industries tunisiennes, vous voyez, c'est dû principalement à la matière grise, et deux aussi de notre ouverture de nos marchés, l'ouverture sur les marchés internationaux, et en plus de nos accords de partenariat et de la mise à niveau de notre industrie, ça permet aux entreprises tunisiennes d'être compétitives et d'être même... Il y a plusieurs entreprises tunisiennes maintenant qui sont internationalisées et qu'on le retrouve un peu partout. Donc pour dire, il faut être ouvert, il faut accepter la concurrence. Et ce que nous voulons, nous, en tant qu'Africains, protéger notre continent et profiter des richesses de ce continent. Il faut qu'on soit les premiers à profiter de ces richesses-là. Il ne faut pas rester à attendre qu'on vienne chez nous, exploiter tout ce que nous avons et après nous, on n'aura que les miettes ou bien on n'aura que oui, sincèrement, les miettes ou bien les tâches les plus ingrates. On veut être, nous, traités de la même manière qu'on traite les autres. On veut être considérés comme des êtres humains ayant toutes les capacités que nous sommes capables de créer, d'investir, de créer de la richesse. Rendez-nous comment dire, confiance, cette confiance. Je pense qu'il ne faut rien attendre des autres. Pardon, je vous donnerai la parole. Alors ma dernière question, comment préparer l'avenir? Comment préparer l'économie? Comment préparer, justement, vous avez parlé des PME, comment préparer tout cela et comment amener cette nouvelle génération? Vous avez tous employé quelque chose qui m'a frappé chez vous, tous, vous quatre ici, le mot jeunesse, l'avenir. Et ben, je vous pose cette question, l'Afrique, comment préparer cet avenir? Je commence par vous. Moi, Madame Adour, et ensuite on fait le tour. J'insisterai moi sur cette formidable opportunité qu'offre aujourd'hui le canal numérique, cette révolution numérique qui traverse le continent à tous les niveaux, que ce soit effectivement social, économique ou même politique. Et je pense que ce levier numérique va permettre à cette jeunesse de pouvoir d'abord s'exprimer et aussi d'avancer, d'être plus visible et de réaliser certaines choses. Monsieur Keïta? Moi je pense, non seulement je supporte le levier numérique, mais aussi je supporte aujourd'hui le fait que les pays africains sont en train de se démocratiser. Ouais. Parce que nous avons assisté auparavant à une dilapidation des fonds publics dans plusieurs pays d'Afrique qui a causé un gros gap dans les finances publiques. Et aujourd'hui, les pays africains et les peuples africains n'entendent pas se laisser faire et veulent savoir qu'est-ce qui se passe avec les finances publiques. Donc aujourd'hui, je pense que nous devons profiter de cette démocratisation de nos nations et aussi profiter de la numérisation pour se mettre au même diapason que les autres nations et aller à l'offensive, à la recherche des affaires comme le font les autres pays. Madame Bouchamaoui, même question et enfin... Oui, j'insisterai, je dirais toujours que l'avenir du monde des affaires, ce sera l'Afrique. Aujourd'hui, vous savez, au départ, lorsqu'il y a eu... tout le monde allait vers la Chine, et parce qu'il y avait l'Holocauste, on trouvait plusieurs entreprises multinationales qui se déplaçaient en Chine. Vous voyez maintenant, les gens se sont rendus compte que même le niveau de la main-d'œuvre chinoise est élevé, le coût est devenu plus important. Et puis, il y a certains qui ont remboursé chemin, ils sont allés vers d'autres pays africains pour dire que on a à côté de chez nous beaucoup de ressources. Je juge qu'il faut une volonté politique, c'est vrai, il faut une certaine libéralisation, surtout des frontières, et la mentalité, il faut qu'elle change, il faut qu'on croie, nous autres, en nous-mêmes, il ne faut pas se considérer qu'on est inférieur. Et là, avec cette jeunesse, je tiens et là, je dirais, la jeunesse africaine constituera l'avenir de l'Afrique. Et enfin, Olivier Delachey. En fait, comme nous sommes en France, moi je voudrais faire un appel à la diaspora, à la jeunesse, la diaspora africaine qui est ici.
dans beaucoup de cas, elle est surdiplômée, suréduquée, et elle galère, parce qu'elle ne trouve pas forcément de job au niveau de ses qualifications. J'ai envie de leur dire, n'hésitez pas, revenez dans vos pays d'origine, travaillez avec vos frères, vos cousins, vos familles, avec des pays que vous connaissez. Vous avez en plus cette double culture, ce double savoir-faire, cette double expertise. On est vraiment dans cette convergence de communautés, de complémentarité de ressources et de connaissances. Et je pense que ça peut être aussi un accélérateur. Et pour aller plus loin, pour aller plus fort, pour que l'Afrique puisse réellement réaliser son potentiel. Donc c'est un petit peu le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui. Eh ben, merci à vous pour cette première partie, pour cette édition spéciale, je le rappelle, celles et ceux qui nous ont retrouvés, dans le cadre de ce sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique, en tout cas pour un modèle économique, modèle de partenariat entre l'Afrique et la France, l'Afrique. Merci donc à Madame Salima Adour, Runacher, qui est la directrice générale de Hopscotch System Africa. Voilà, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à Ismaël Keïta, vous êtes le président du patronat de Guinée. Merci. Bon courage, bon vent à vous. Hein. Merci. Vous avez été chercher 6 milliards, c'est ça? Oh, bon, je sais bien, la Guinée. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de choses à faire, alors bon courage, il va en falloir. Merci également à Madame Ouided Bouchamaoui, qui est la présidente de l'Union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat en Tunisie. Et enfin, au fondateur et président de Trace TV, Monsieur Laouché Olivier. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, édition spéciale ici même à Bercy, dans le cadre du sommet donc France-Afrique ou Afrique-France, on poserait d'ailleurs la question à Monsieur Védrine, Monsieur Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Vous pouvez d'ailleurs, je vous le rappelle à tous, commenter l'actualité sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF débat. Monsieur le ministre, Monsieur Hubert Védrine, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce soir, on va parler dans le cadre de cette édition un peu spéciale, ici même à Bercy, dans le cadre du sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Alors que doit-on dire? C'est ma première question. Certains d'ailleurs, ça les froisse. C'est pour un modèle économique Afrique-France ou France-Afrique? On ne sait plus ce qu'il faut dire. Ça n'a pas d'importance parce que ça revient au même, puisque c'est l'idée d'un partenariat. En réalité, il y a plusieurs mois, Pierre Moscovici, commissaire de l'économie et des finances, a pensé à demander à un petit groupe que j'animais de réfléchir à la situation économique de la France en Afrique, qui se dégrade. Là où la France était importante, elle perd du terrain. Dans les autres régions, elle a du mal à décoller. En France, on n'a pas tellement vu ça ces dernières années, parce que les Français ont perdu tellement de temps dans des controverses franco-françaises, d'ailleurs, largement, sur l'Afrique, la politique française, est-ce qu'il fallait faire ceci ou cela, etc. Donc ça n'a pas été vu, alors que dans le même temps, l'Afrique connaissait une croissance de plus en plus forte, que toutes les puissances économiques du monde étaient présentes en Afrique. Les Chinois, les Brésiliens, les Indiens, les Américains, les Israéliens, les Turcs, les Émirats, etc., tout le monde. Et donc la France risquait de se retrouver décalée, en dépit de liens très très anciens et très forts. C'est-à-dire que la France jusqu'ici était boudée? Non, non, pas du tout, c'est plutôt une réaction en France. Est-ce que les investissements sont frileux? C'est plutôt que les entreprises françaises dans l'Afrique francophone étaient importantes, mais un peu en situation de rente. Donc beaucoup d'entreprises pensaient qu'on était un peu chez vous, donc on devait avoir les marchés automatiquement. Ce n'est plus le cas. C'est plus le cas parce que les Africains, ils sont comme tous les autres dans la mondialisation et ils trouvent pas mal de mettre en concurrence les uns avec les autres. Donc on n'a peut-être pas réagi assez vite par rapport à ça. Mais il n'y avait aucun désir de la part de ces pays de voir la France perdre du terrain. D'ailleurs, dans les travaux de la Commission, on a rencontré énormément de responsables économiques, politiques et autres qui disent « mais nous on veut que la France inverse la tendance, qu'elle redevienne forte, qu'elle se développe là où elle ne l'est pas. Simplement, il faut qu'on soit compétitif. » Monsieur Védrine, on note que c'est une première, que ce sommet. Est-ce que la France, elle cherche à se repositionner en tout cas, nous, comme membres de la Commission, on s'adresse à Pierre Moscovici, qui remet le rapport au président. Le président de la République vient de saluer le rapport et ses conclusions, vous l'avez certainement entendu. Oui, donc nous, on veut contribuer à un sursaut, un changement de mentalité. Non, l'Afrique n'est pas un continent perdu. Ce n'est pas que le continent des tragédies sur tous les plans, ou de la corruption, il y en a autant en Chine ou en Inde, etc. Donc on veut changer la mentalité et que les Français en général, le monde de l'économie, l'État aussi, mesurent qu'il y a d'immenses enjeux dans l'Afrique de demain à cause de sa démographie, de sa croissance, etc. C'est ça qu'on veut provoquer. Comme c'est un rapport dans le domaine économique, on ne touche pas à la politique étrangère, ni tout ça, mais économique, on fait des propositions aussi pour justement dynamiser cette présence française. Est-ce qu'on peut tirer finalement comme... D'abord, il y a on peut retenir et tirer des... changement de mentalité. Parce que la France était en train, à force de se creuser la cervelle sur les polémiques
Est-ce qu'il faut avoir une politique africaine ou pas? Tout le monde en a une en fait, dans le monde. Bon, donc il faut qu'on se remette dans le jeu. Et nos amis africains nous disent, mais restez pas comme vous étiez installés chez vous. Soyez compétitifs, donnez-nous une valeur ajoutée. Dans les domaines de l'énergie, on a des moyens formidables. Il y aura de plus en plus d'Africains qui vont vivre en ville, par exemple, dans des agglomérations. La capacité des entreprises françaises en matière d'eau, d'assainissement, pour prendre un exemple, est vraiment dans les premières au monde. On manque de PME, là comme ailleurs, il faut les muscler. Donc on fait des propositions précises, réglementaires, financières, techniques. On propose des financements innovants pour les infrastructures. Il y a un manque tragique d'infrastructures en Afrique. C'est très long, c'est très cher. Donc il faut des financements absolument adaptés. On fait des propositions. Est-ce que vous répondez à tous celles et ceux qui vous disent, par exemple, l'État ne les accompagne suffisamment, par exemple? Il y a un manque de financement. Il y a du vrai et du faux. Il y a aussi des financements d'État pas assez adaptés, des entreprises pas assez audacieuses, ou des analyses de situations insuffisantes. On ne peut pas dire l'Afrique en plus. C'est pas la même chose de développer notre présence, on va dire, au Mozambique, vous voyez, je dis ça au hasard, ou en Éthiopie, que de garder des positions solides au Gabon. Surtout s'il y a plus de Chinois qu'avant, vous voyez. Donc on traite toutes ces approches. On s'est aussi penché sur un autre sujet qui est la perception du risque. Pour beaucoup de décideurs économiques, l'Afrique est risquée. Et chaque fois qu'il y a un drame effectivement horrible dans tel ou tel pays, tel ou tel endroit, c'est comme si toute l'Afrique était touchée. C'est un raisonnement absurde. C'est comme si on disait il y a des risques d'affrontement en mer de Chine entre Japonais et Chinois, donc je n'investis plus en Indonésie. C'est absurde. Alors quand le président... Donc on va proposer des analyses du risque politique Afrique beaucoup plus précises, qui vont circonscrire le risque, qui vont le dégonfler en partie, pour montrer qu'il y a en permanence entre 45 et 50 pays où on peut travailler. Quelle place de la diaspora? Très importante, dans les deux sens. Il y a beaucoup de Français en Afrique, il y a beaucoup d'Africains en France, comme il y en a en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Et nous, on a réfléchi en termes français par rapport à ça. Et il y a énormément de gens qui demandent que ça, en fait. Qui demandent que ça, que la France soit présente, sorte des histoires du passé, et soit présente dans l'Afrique de demain et d'après-demain. On a rencontré une réaction formidable, vous savez, dans l'enquête. Le simple fait qu'on dise on s'intéresse à cette dimension économique de la relation France-Afrique de demain. Est-ce que par exemple vous êtes en mesure de dire, vous pouvez inciter toute cette diaspora par exemple en France, qui est installée en France, qui est d'ailleurs française, issue de l'immigration, est-ce que vous les incitez, est-ce que vous les poussez à aller investir en Afrique, dans leur pays d'origine par exemple? Est-ce que c'est une question non, mais bien sûr. Qui vous parle? C'est une très bonne tendance. Simplement, ce n'est pas une commission, même si c'est pour le ministre de l'économie et des finances, même si le président a salué le rapport, ce n'est pas une commission qui va dire en détail il faut absolument faire ça au Sénégal, ou faire ça en Gambie, ou faire ça je ne sais où, c'est pas nous. Et après, mais l'idée que ces diasporas, tous ces liens humains issus du passé, l'idée que ce soit aujourd'hui un atout, c'est évident ça. C'est une force pour nous. C'est une force, et manifestement, les mêmes Africains qui ne sont pas mécontents, je parle franchement, et qu'on soit mis un peu en concurrence avec les Chinois, les Brésiliens, les Turcs et compagnie, et ils n'ont pas du tout envie qu'on disparaisse du tableau, hein. Au contraire. Ils veulent qu'on soit stimulé, réveillé par ça, dynamisé et toujours très présent. Alors j'ai presque envie de vous dire, est-ce qu'il a raison alors Alassane Ouattara, le président ivoirien? Y compris à travers les liens humains, justement les diasporas. Durant la clôture, il dit la France a besoin de l'Afrique et l'Afrique a besoin de la France. Oui, bien sûr, oui. Vous gardez le sens? Oui, bien sûr. Oui. Dans les deux sens, bien sûr. Et n'est-ce pas utopique, par exemple, lorsque François Hollande, le président français, il défend cette union commerciale africaine? Mais avec quels moyens, M. Vadrine? Vous le savez très bien. Non, mais ce qu'a dit François Hollande, il a dit à une certaine époque, c'était impensable qu'il y ait un jour un marché commun en Europe. Mais dire à l'Afrique aujourd'hui et au continent africain que l'union commerciale africaine, c'est possible. Oui, c'est possible, c'est un objectif à long terme. Mais quand vous regardez ce qui se dit déjà au sein des regroupements régionaux, vous voyez, genre CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, le sud de l'Afrique, etc., il y a quand même beaucoup d'ambition. Nous, on lance l'idée, par exemple, d'un élargissement de la zone France-CFA à des pays anglophones qui ne sont pas dans le système et qui sont juste à côté, etc. Ça se fait par étapes. Mais l'idée qu'un jour, il puisse y avoir des marchés communs en Afrique qui se développent jusqu'à former un jour peut-être un grand marché, c'est ce qu'on appelle un objectif à long terme. Ce n'est pas quelque chose qui se décide, ce n'est pas la France qui va le décider. C'est une idée pour les Africains. Après tout, il y a une organisation africaine qui s'appelle l'Unité africaine, l'Union africaine. Donc qu'est-ce que vous répondez par exemple à tous ces Africains, à celles et ceux qui disent écoutez, finalement, cette coopération, ce partenariat, il y a un déséquilibre quand même avec la France. Il n'y a pas de gagnant-gagnant. Vous leur répondez quoi? On n'a pas entendu ça, non. Aujourd'hui, je l'ai un peu entendu, par exemple, notamment dans le débat juste précédent, par exemple. Dans les milieux économiques, on ne nous dit pas ça, en fait. Et dans les milieux économiques que nous avons rencontrés,
Ils ont tous dit restez, venez. Bon, alors ils critiquent plutôt les rentes de situation. Les entreprises qui sont là et qui pensent qu'un peu en terrain conquis, on leur doit les marchés. Ça, ils critiquent un peu ça. Après le déséquilibre, oui, il y a eu des déséquilibres historiques. Bon, tous ces gens-là sont très réalistes. Hein. Ça n'a pas du tout été une objection à nos travaux. Au contraire, tous ceux qu'on a vus ont salué l'esprit dans lequel on a mené nos travaux. Comment développer toutes ces infrastructures? Est-ce que vous, par exemple, je sais que vous en parlez, non, c'est aux Africains de faire ça. C'est aux Africains de dire, c'est pas à nous de faire les plans à leur place. C'est une commission française, c'est pas une commission pour l'Union africaine. Bon, mais les deux peuvent se rencontrer. Les intérêts légitimes économiques français rencontrent les intérêts légitimes économiques des Africains. Donc si dans tel ou tel pays, les pays nous disent on a vraiment besoin de routes, d'aéroports, de barrages, de ceci, de cela, de trains, on peut dire ben voilà nos idées, voilà nos propositions. On propose des financements plus adaptés aux financements à très long terme, c'est très compliqué. Hein. Même en Europe, quand il a fallu faire le tunnel sous la Manche, c'était compliqué pour nous, même avec nos dispositifs. Vous voyez ? Donc on a des propositions, il y a peut-être d'autres financements multilatéraux. En tout cas, on s'est beaucoup saisi de cette question, parce que c'était une demande qui revenait tout le temps, comme celle de faciliter les visas économiques, même si ça a commencé d'être amélioré, vous voyez. Alors, on est vraiment dans une tendance dynamique, globalement. Alors justement, je vais en parler, cette tendance dynamique, les investissements, par exemple, étrangers, sont encore trop frileux. Vous répondez quoi? Étrangers en Afrique? Mais de la part de qui? De la part des étrangers. Ah, en général? En général, bien sûr. Moi, je ne peux pas répondre pour les Brésiliens. Hein. Non, parlons de je parle de la France. Parlons de la France, parlons de... Il n'y a pas de question d'Occident, parce que les Africains, ils sont à fond dans la mondialisation, ils utilisent toutes les potentialités. Donc, investissement français, très bien, mais si un investissement turc compétitif, ça va les intéresser aussi. Donc, il n'y a plus de découpage Occident ou le reste. Il n'y a pas de Nord-Sud, ça ne veut plus rien dire tout ça. Ça ne veut plus rien dire. Plus rien dire. Aujourd'hui, il faut dire quoi alors, si ce n'est pas Nord-Sud? Le Nord-Sud, c'était autrefois, ça n'a rien à voir. L'Afrique, elle est... Enfin, qu'est-ce qu'il faut employer? Selon vous ça dépend si on parle stratégie, si on parle économie, si on parle... etc. Mais c'est qui le Nord? La Chine, vous la mettez dans quoi, par exemple? Dans le Nord ou le Sud? Bon. Et puis c'est un pays du Sud tellement développé qu'il est tellement émergent qu'il a déjà émergé, en fait. Donc il faut refaire les catégories, vous voyez, par rapport à ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les demandes africaines vont exactement dans le sens de ce que nous avions à l'esprit. Quel regard vous portez sur le continent africain aujourd'hui? Il regarde la dynamique, la tendance. L'Afrique va jouer un rôle de plus en plus grand, c'est un enjeu de plus en plus grand. Population, le pouvoir d'achat monte, la gouvernance s'améliore quand même en moyenne. Et donc ça aurait été complètement absurde que la France, pour des raisons internes un peu compliquées, soit absente de cette grande aventure. Surtout que les Africains le souhaitent. Comment préparer l'avenir désormais? Il faut mettre en œuvre par exemple, la jeunesse, beaucoup de ces mesures. Cette jeunesse africaine qui vous regarde ce soir, vous avez envie de leur dire quoi? On n'est pas chargé, on ne va pas gouverner l'Afrique. Comment ils préparent l'avenir? Ça dépend de chaque gouvernement en Afrique. Ce n'est pas une commission qui va prétendre gouverner l'Afrique et donc faire une politique de la jeunesse à la place des gouvernements d'Afrique. Il ne faut pas remélanger tout. C'est une commission française. Il faut relancer la présence économique de la France en Afrique. C'est notre intérêt. Nous pensions que c'était l'intérêt des Africains et nous avons été confortés dans ce diagnostic. Les Africains nous ont dit oui, bien sûr. Même si les acteurs économiques, soyez là. Les ministres aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de ce sommet ici, provoqué par l'Élysée, ce sommet de l'Élysée, ils attendent beaucoup de ce sommet, par exemple. Oui, mais bien sûr, mais ils attendent aussi beaucoup des Turcs, des Chinois, des Brésiliens, etc. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, M. Védrine? Je veux dire que le continent africain doit aussi... Il n'a pas besoin de notre signal. Il a besoin de personne aussi? Non, il a besoin des autres, dont l'Europe, dont nous aussi. Il n'a pas besoin que des Chinois, ou que des investissements des Émirats, ou que la politique du Brésil en Angola. Ils n'ont pas besoin que de ça. Ils veulent jouer de tous les éléments. Vous voyez, c'est très bien. C'est très logique, c'est très intelligent comme approche. Et nous, il faut réinsérer la France dans ce jeu-là. Voilà. L'Afrique francophone, elle est boudée ou pas du tout? Pas du tout. Est-ce qu'on arrive en termes de dans le rapport économique, on ne distingue pas spécialement par zone linguistique. D'ailleurs, dans cette région incroyable qui va de la Côte d'Ivoire au Nigeria, où il y a 5-6 pays avec des langues différentes, ça se développe à toute vitesse, c'est une sorte de conurbation, les gens commercent, échangent, tout ça. La question linguistique ne joue pas. Moi, je suis à fond pour la francophonie intelligente qui fait que les gens continuent à avoir envie d'apprendre le français, mais c'est un autre débat. Ce n'est pas le sujet de la Commission, ce n'est pas le sujet économique. Donc on n'a pas raisonné francophonie contre le reste. De toute façon, déjà, il y a très longtemps,
quand j'étais conseiller de François Mitterrand, on invitait à une partie du sommet des représentants de l'Afrique anglophone ou lusophone. Donc c'est pas. Quel est votre prochain calendrier c'est pas tout à concernant fait. Cette relation c'est pas tout à fait nouveau ça. Franco-africaine. Moi, j'ai animé une commission, j'ai remis mon rapport, je ne vais pas me substituer au gouvernement, au président, etc. Ce que je souhaite simplement, c'est que le gouvernement français étudie nos propositions et en mette en œuvre le maximum pour ce qui le concerne, que les dirigeants africains, vous avez entendu que le président Ouattara a salué le rapport par exemple, que les dirigeants africains étudient les propositions conjointes pour voir si ça les intéresse ou pas, l'histoire de la zone franc par exemple, et des tas d'autres choses. Je souhaite que la fondation qui a été annoncée se mette en œuvre et de façon souple, moderne, rapide, légère, continue à connecter tous les gens en Afrique et en France et en Europe qui sont sur cette ligne. Voilà ce que je souhaite. Et je souhaite que nos entreprises en France saisissent la balle au bon. Voilà. Pour celles et ceux qui vous regardent, ce sera ma dernière question, notamment la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Est-ce qu'il y a un mot qui vous traverse l'esprit? Non, je ne veux pas, attendez, je ne veux pas me substituer. Non, mais vous, un peu plus personnel peut-être. Non, mais cette jeunesse africaine. Oui, alors je vais leur dire qu'ils sont l'avenir, l'Afrique c'est l'avenir, bien sûr, c'est évident tout ça. Mais je ne veux pas rentrer dans la confusion qui existait trop longtemps, où c'était des gens du Nord, comme on disait autrefois, qui disaient aux gens du Sud ce qu'il fallait penser. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas, c'est à eux de savoir ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'ils ont une chance d'être la jeunesse d'aujourd'hui. Elle a peut-être plus de chance que la jeunesse d'il y a, je sais pas, 20 ans ou 40 ans, d'être dans un continent dont le décollage est visible maintenant. Visible. Donc je pense que c'est pas pour les empêcher de circuler et d'aller voir partout, mais je pense qu'il peut se passer des choses extraordinaires dans leur pays, en fait. Voilà. Après, ça relève du jeu démocratique interne à chaque pays, ou du jeu politique interne à chaque pays. C'est pas à moi de le dire. Monsieur Védrine, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de cette édition spéciale du sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Merci à vous. Vous pouvez continuer à réagir, à commenter sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF Débat. Merci de votre fidélité, merci à vous tous. On se retrouve, vous le savez, la semaine prochaine avec autant de plaisir, même lieu, même rendez-vous dans Ça fait débat. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.